Clyde Hargrove se tenait à l'entrée de ce que son frère appelait le terrain le plus sans valeur du territoire. La structure en bois était inclinée à un angle qui défiait toute logique, son toit était rapiécé avec des planches dépareillées et des tôles rouillées, mais quelque chose dans cet endroit l'attirait, quelque chose que les autres ne voyaient pas. Son chien Rusty reniflait frénétiquement un coin précis du sol, grattant les planches avec une urgence qui n'avait aucun sens. 3 semaines plus tôt, la propriété avait été proposée à tous les éleveurs du comté. Chacun d'entre eux était reparti en secouant la tête, marmonnant à propos d'investissements stupides et de terrains sans valeur, mais Clyde avait vu quelque chose de différent. La façon dont les yeux de l'ancien propriétaire avaient papillonné nerveusement lorsqu'il avait discuté de la vente, la façon dont il insistait pour conclure rapidement la transaction sans poser de questions, la façon dont il avait averti Clyde de ne pas s'approcher du coin arrière de la pièce principale. En observant le comportement de Rusty, Clyde se demandait si son instinct avait été juste depuis le début. Le chien agissait bizarrement depuis qu'ils avaient emménagé, refusant de dormir ailleurs qu'à proximité de cet endroit précis du sol. Parfois, Clyde le surprenait en train de fixer les planches du parquet comme s'il pouvait voir à travers. Qu'est-ce que l'ancien propriétaire avait en voulu cacher et pourquoi Rusty semblait-il savoir exactement où regarder? Le matin où Clyde Hargrove annonça son achat, son frère Marcus faillit s'étouffer avec son café. Ils étaient assis autour de la table usée de la cuisine de la maison familiale, la même table où leur père avait pris toutes les décisions importantes pendant 30 ans. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant l'incrédulité sur tous les visages présents. « Tu as payé de l'argent pour ce taudis. » Marcus posa sa tasse avec force, faisant vibrer la soucoupe. « Clyde, cet endroit n'est plus habitable depuis le passage des Apaches il y a 15 ans. Le toit fuit, les fondations sont fissurées et les puits sont à sec depuis avant ta naissance. » Leur sœur Hélène secoua la tête, son expression mêlant pitié et frustration. Tout le comté sait que cette propriété est maudite. 3 familles ont essayé de la faire fonctionner et chacune d'entre elles est repartie ruinée, voire pire. Les doigts de Clyde tambourinaient sur la table. Il s'attendait à cette réaction, il s'y était préparé pendant le long trajet du retour après avoir signé les papiers, mais entendre leur certitude qu'il avait commis une erreur catastrophique le blessait plus qu'il ne l'avait prévu. Parfois, ce qui semble sans valeur pour tout le monde est exactement ce dont vous avez besoin, dit-il doucement. Marcus éclata d'un rire rauque qui résonna dans toute la cuisine. Ce dont tu as besoin, mon frère, c'est d'un médecin pour examiner ta tête. Cette cabane ne fera pousser que des mauvaises herbes et tu viens de dépenser toutes tes économies de ces 5 dernières années. Hélène se pencha en avant, sa voix plus douce mais non moins inquiète. Clyde, nous disons cela uniquement parce que nous nous soucions de toi. Cette propriété a brisé des hommes meilleurs que toi. Le dernier propriétaire, Samuel Wheeler, y a vécu 2 ans et est parti au milieu de la nuit, il n'est même pas resté assez longtemps pour récupérer ses affaires. Il avait peut-être ses raisons, répondit Clyde en se souvenant à quel point Wheeler avait semblé nerveux pendant leur transaction. L'homme avait insisté pour se rencontrer à la limite de la propriété, refusant de mettre les pieds sur le terrain lui-même. Ses mains tremblaient lorsqu'il avait signé l'acte de vente et il n'avait cessé de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître. Marcus Essie Leva, Esse Shays Racklant Le Soul. Ces raisons étaient probablement les mêmes que celles qui poussent toute personne censée à éviter cet endroit. C'est un gouffre financier, Clyde. Tu vas dépenser tout ton argent dans des réparations et tu te retrouveras sans rien. J'emménage demain, annonça Clyde en voyant leur visage passer de l'inquiétude à l'alarme pure et simple. Demain? La voix d'Hélène monta d'une octave. Clyde, tu n'es pas sérieux. Cet endroit n'a même pas de mur correct dans certaines pièces, il est rouillé et je m'en sortirai très bien. À la mention de son nom, le border collie leva la tête de l'endroit où il reposait près de la porte. Le chien dressa les oreilles et se rapprocha de Clyde, comme s'il sentait la tension dans la pièce. Marcus secoua lentement la tête. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie, mon frère. Crois-moi, dans un mois, tu seras de retour ici, fauché et en train de mendier de l'aide. Mais alors que Clyde regardait Rusty, il remarqua quelque chose d'étrange. Le chien fixait les, en direction de la propriété, le corps tendu, dans un état d'alerte qui semblait presque urgent. Pendant un instant, Clyde se demanda si Rusty pouvait sentir quelque chose à propos de leur nouvelle maison qu'aucun d'entre eux ne comprenait, quelque chose qui pourrait prouver que tout le monde avait tort. Le lendemain matin,
Clyde chargea son chariot avec tout ce qu'il possédait et fit le trajet de 3 miles qui le séparaient de sa nouvelle propriété. Les roues en bois grinçaient sur le chemin rocailleux et Rusty trotted alongside his tail wagging with an enthusiasm that seemed to grow stronger the closer they got to their destination. When they reached the property line, Clyde pulled the horses to a stop and really looked at what he'd purchased. In the harsh light of midday, the criticism from his family seemed justified. The main structure tilted noticeably to the left, supported by makeshift wooden braces that previous owners had added over the years. The roof showed patches of different colored materials, creating a patchwork that spoke of desperate repairs and limited resources. But as Clyde studied the building more carefully, he noticed details that others had missed. The foundation stones, though cracked, were massive blocks of granite that would have cost a fortune to transport and place. The frame, despite its current condition, showed craftsmanship that belonged to an earlier era when builders took pride in joints that would last generations. Rusty had already bounded ahead, sniffing eagerly around the perimeter of the building. The dog paused at the front door, looking back at Clyde with an expression that seemed almost impatient, as if urging him to hurry inside. The main room was larger than it had appeared from outside. Sunlight filtered through gaps in the walls, creating patterns on the rough wooden floor. Someone had left behind a few pieces of furniture, a table, and 2 chairs that sat near what had once been a functional fireplace. But what caught Clyde's attention was the corner where Rusty had immediately positioned himself. The dog sat perfectly still, staring at a section of floorboards that looked identical to all the others. His breathing had quickened, and every few seconds he would whine softly, a sound Clyde had never heard him make before. "What is it, boy?" Clyde approached the corner, kneeling down to examine the floor more closely. The boards seemed solid enough, though they showed where patterns that suggested heavy use. He pressed his hand against the wood, feeling for loose planks or hollow spaces beneath. Rusty began pawing at one particular board, his claws scraping against the weathered surface. The sound echoed strangely in the empty room, not quite the solid thud Clyde expected from floorboards resting on firm ground. As he worked to unload his belongings, Clyde found himself repeatedly drawn back to that corner. Rusty refused to move from the spot. Even when Clyde called him over for water or food, the dog's behavior was becoming more agitated as the hours passed, and by evening, he was whimpering constantly. When darkness fell, Clyde lit a lantern and sat at the old table, trying to understand what was happening. The property had cost him every dollar he'd saved, and now his dog was acting as if something urgent lay hidden beneath their feet. He thought about Samuel Wheeler's nervous behavior during the sale, the way the man had insisted on completing the transaction as quickly as possible. Wheeler had mentioned something about the Apache who had lived here, but his explanation had been vague and hurried. Now, watching Rusty's persistent focus on that one corner, Clyde began to wonder if Wheeler had left more behind than just furniture and memories, something that required a dog's keen senses to detect. 3 days into his residence at the property, Clyde woke to find Rusty had clawed deep scratches into the floorboards. The dog had worked through the night, his nails scraping away years of accumulated dirt, and where from between the wooden planks. When Clyde lit his lantern and examined the damage, he discovered that Rusty had focused his efforts on a rectangular section roughly 6 feet long and 4 feet wide. The morning brought an unexpected visitor. Marcus arrived on horseback, his expression stern and determined. He dismounted near the front door and stood with his hands on his hips, surveying the property with obvious disapproval. "Ellen sent me to check on you," Marcus announced, stepping inside without invitation. "She's worried you haven't eaten a proper meal since you moved to this godforsaken place." Clyde gestured toward the supplies stacked neatly along one wall. "I've got everything I need." Marcus's gaze fell on Rusty, who remained stationed in his corner despite the visitor's arrival. "What's wrong with your dog? He looks sick." "He's been acting strange since we got here," Clyde admitted. "Won't leave that corner alone, keeps digging at the floor like something's buried underneath." Marcus approached the scratched floorboards and knelt down for a closer look. The damage was more extensive than Clyde had initially realized. Rusty had worn grooves between several planks, and in some places the wood showed deep claw marks that revealed the lighter timber beneath the weathered surface. "These boards have been removed before," Marcus said, running his finger along one of the edges. "Look here, see how this plank has different wear patterns than the others? Someone's pulled these up and put them back down." Clyde joined his brother, studying the floor with renewed interest now that Marcus pointed it out. The irregularities were obvious. The nails holding down the suspicious planks were newer than those in the surrounding area, and the wood grain didn't quite align with the adjacent boards. "Maybe the previous owners made repairs," Clyde suggested, though he was beginning to doubt his own explanation. Marcus stood up, brushing dust from his knees. "Samuel Wheeler never struck me as the type to make repairs on anything. When he lived here, he let this place fall apart around him. Why would he suddenly decide to fix the floor?" Rusty had resumed his scratching, his claws finding purchase in the gaps between planks. The sound echoed through the empty room with a persistence that suggested the dog would continue until he reached whatever lay beneath. "Brother, I think you should consider what I'm about to say very carefully."
Marcus's voice carried a weight that made Clyde look up from the floor. What if Wheeler didn't make repairs? What if he hid something under there? The possibility had occurred to Clyde, but hearing it spoken aloud made it seem more real and more urgent. Wheeler's nervous behavior during the sale took on new significance. The man's insistence on a quick transaction, his refusal to step foot on the property, his warnings about staying away from certain areas of the house if there's something valuable buried here. Wheeler would have taken it with him, Clyde reasoned. Marcus shook his head. Not necessarily. Maybe he couldn't take it, maybe it was too heavy or too dangerous, or maybe he was planning to come back for it later. Rusty's whimpering grew louder, and he began pawing at the floorboards with increased urgency. The dog's behavior had become almost frantic, as if time was running out for whatever mission he felt compelled to complete. There's only one way to find out what's under there, Marcus said, looking at his brother with an expression that mixed curiosity with concern. Clyde knew his brother was right, but he also understood that once they pulled up those floorboards there would be no going back. Whatever they found would change everything for better or worse, and based on Rusty's behavior they were going to find something significant. Marcus returned the following morning with a crowbar and hammer borrowed from the family ranch. Clyde had spent the night listening to Rusty's constant scratching, the sound growing more desperate with each passing hour. By dawn the dog had worn his claws down to the quick, leaving small spots of blood on the floorboards. We're going to settle this once and for all, Marcus declared, setting his tools down near the suspicious section of floor. If there's nothing under here, at least we'll know for certain. Clyde positioned the crowbar under the edge of the first plank, the one that showed the most obvious signs of previous removal. The nail heads were clearly newer than the surrounding boards, and the wood lifted with less resistance than either brother had expected. Underneath, instead of the packed earth foundation they anticipated, they found empty space. Marcus leaned closer, peering into the gap. There's definitely something down there. Hand me that lantern. The flickering light revealed rough stone walls extending down into darkness. What they had uncovered was not a repair but a carefully concealed entrance to an underground chamber. The opening was just wide enough for a person to climb through, and stone steps had been carved into one wall leading downward. Rusty immediately thrust his head through the opening, his tail wagging furiously as he wed with excitement. The dog's behavior confirmed what both men were beginning to understand, that this discovery was exactly what the animal had been trying to lead them to. This changes everything, Marcus whispered, his voice filled with no wonder Wheeler was so nervous about selling. He knew this was here the whole time. Clyde pulled up another floorboard, widening the opening enough to provide a clearer view of the chamber below. The stone construction looked ancient, far older than the wooden structure above. The walls showed tool marks from careful craftsmanship, and the steps appeared worn smooth from years of use. The Apache who lived here before, Clyde said slowly, pieces of the puzzle beginning to fit together. They didn't just camp on this land, they built something permanent. Quelque chose qu'il voulait garder secret. Marcus testa la première marche en pierre avec sa botte et la trouva solide et sûre. La question était, qu'avait-il caché là-dessous qui avait suffisamment de valeur pour être dissimulé avec autant de soin? La chambre s'étendait au-delà de la portée de la lumière de leur lanterne, disparaissant dans l'obscurité qui semblait engloutir la flamme vacillante. L'air circulait à travers l'ouverture, suggérant que l'espace en dessous était plus grand que la petite section qu'ils pouvaient voir d'en haut. Rusty essayait déjà de se faufiler à travers l'ouverture, sa détermination l'emportant sur toute prudence face à ces profondeurs inconnues. En bas, Clyde attrapa le chien par le collier et le retint pendant qu'il décidait de la marche à suivre. « Il nous faut une corde, » dit Marcus de manière pragmatique, « et plus de lumière. Si nous descendons là-bas, nous le ferons en toute sécurité. » Mais alors qu'ils se préparaient à explorer leur découverte, Clyde remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Des empreintes fraîches dans la poussière autour de l'ouverture, des empreintes trop grandes pour appartenir à Marcus ou à lui-même, et bien trop récentes pour avoir été faites par les constructeurs originaux de la chambre. Quelqu'un d'autre connaissait cet espace caché et était venu ici récemment. « Marcus » dit Clyde à voix basse en montrant les traces dans la poussière. « Nous ne sommes pas les premiers à avoir trouvé cet endroit. » Les implications de cette découverte allaient changer tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur héritage. Marcus retourna au ranch familial pour chercher des cordes et des lanternes supplémentaires, tandis que Clyde resta sur place pour étudier les empreintes fraîches autour de l'entrée de la chambre. Elles appartenaient à des bottes dont les talons usés avaient laissé des marques distinctives, et leur profondeur dans la poussière suggérait que leur propriétaire se déplaçait avec détermination et savait exactement où il allait. Rusty s'était calmé depuis la découverte de l'ouverture, comme si sa mission était en partie accomplie, mais le chien continuait à tourner autour de l'entrée, gémissant parfois doucement et levant les yeux vers Clyde avec une expression qui semblait inciter à agir immédiatement. Lorsque Marcus revint avec le matériel, ils descendirent une lanterne dans la chambre,
confirmant d'abord que les marches de pierre continuaient sur environ 3,5 mètres avant d'atteindre un sol plat. Les murs étaient soigneusement construits avec des pierres ajustées qui n'avaient pas besoin de mortier pour rester stables après des décennies, voire des siècles. « Je descends en premier », annonça Clyde en testant la corde qu'ils avaient fixée à l'une des poutres apparentes du sol. Marcus Louis Atrapa Lubraz. Attends, si quelqu'un d'autre est descendu récemment, il est peut-être encore dans les parages. Nous devrions y réfléchir. Mais Clyde était déjà en train de se laisser descendre à travers l'ouverture, ses bottes trouvant prise sur les marches de pierre usée. L'air en dessous était plus frais et transportait une odeur de terre et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique qu'il ne pouvait pas identifier immédiatement. La chambre s'avéra plus grande qu'il ne l'avait imaginé depuis le haut, et lorsque la lanterne de Clyde éclairait l'espace, il se retrouva dans une pièce rectangulaire d'environ 6 mètres de long et 4,5 mètres de large. Le plafond était suffisamment haut pour qu'il puisse se tenir debout et les murs présentaient le même travail soigné de la pierre que l'entrée, mais ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les caisses en bois empilées le long du mur du fond. Quelqu'un les avait disposées en rangées bien ordonnées et les traces de frottement récentes dans la poussière autour d'elles confirmaient qu'elles avaient été déplacées récemment. « Que vois-tu » demanda Marcus depuis le haut. « Beaucoup » répondit Clyde en s'approchant prudemment. La première caisse qu'il examina portait des marques gravées dans le bois, des symboles qui ressemblaient à des désignations militaires. Lorsqu'il souleva le couvercle avec son couteau, il se retrouva face à des rangées bien ordonnées de dollars en argent, plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu en un seul endroit. La deuxième caisse contenait le même trésor, ainsi que la troisième. Au fur et à mesure que Clyde avançait dans sa découverte, un schéma se dessinait. Chaque conteneur renfermait des pièces d'argent, mais il ne s'agissait pas d'une collection aléatoire, mais d'une accumulation systématique, organisée et stockée avec le soin de quelqu'un qui avait bâti une fortune considérable. Marcus le rejoignit dans la pièce et ensemble, ils ouvrirent toutes les caisses. Le décompte final révéla une somme astronomique, assez d'argent pour acheter la moitié du comté et vivre confortablement pendant plusieurs vies. « C'est pour ça que Wheeler était si nerveux », dit Marcus, la voix pleine d'admiration. Il savait que c'était ici, mais il ne pouvait pas le sortir sans aide. Clyde acquiesça, comprenant maintenant pourquoi l'ancien propriétaire avait été si impatient de conclure une vente rapide. Wheeler avait dû découvrir la pièce pendant qu'il était propriétaire du terrain, mais déplacer une telle quantité d'argent nécessitait du matériel et de la main-d'œuvre qu'il ne possédait pas. Il vous a donc vendu le terrain, pensant revenir plus tard avec de l'aide pour récupérer le trésor, poursuivit Marcus. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à examiner les caisses plus en détail, ils entendirent des bruits provenant d'en haut, des pas sur le plancher en bois, prudents et délibérés. Quelqu'un était entré dans la maison pendant qu'ils étaient sous terre. Les aboiements de Rusty aboyaient depuis la pièce principale, d'une manière si vive et agressive qu'il semblait affronter des étrangers. Il n'était plus seul dans la propriété et celui qui venait d'arriver cherchait probablement le même trésor qu'il venait de découvrir. Les pas au-dessus d'eux semblaient familiers, ce qui suggérait que celui qui était entré connaissait la disposition du bâtiment. Clyde et Marcus échangèrent un regard dans la faible lumière de la lanterne, comprenant tous deux que leur découverte avait pris une tournure dangereuse. « Ouir » murmura Marcus, et Clyde acquiesça d'un air sombre. Ils pouvaient maintenant entendre des voix, au moins 2 hommes discutant à voix basse. Les aboiements de Rusty étaient devenus plus frénétiques et ils entendirent le bruit du chien qui était déplacé ou retenu de force. « Le sol a été remué », dit une voix clairement reconnaissable comme étant celle de Samuel Wheeler. Malgré les mois qui s'étaient écoulés depuis la vente de la propriété, ils avaient trouvé l'entrée. Était-il là-bas maintenant? La deuxième voix était inconnue, plus grave et plus rude que le ton nerveux de Wheeler. Les ouvertures devaient être découvertes et il y avait une corde neuve attachée à la poutre. Clyde sentit le poids de leur situation s'abattre sur lui comme une couverture froide. Ils étaient piégés sous terre avec des inconnus au-dessus d'eux qui avaient clairement des intentions violentes concernant l'argent. La corde qu'ils avaient utilisée pour descendre était leur seul moyen de sortir, et elle menait directement entre les mains d'hommes armés. Marcus s'approcha de son frère et lui parla dans un murmure à peine audible. « L'autre coin de la pièce, y a-t-il une autre sortie » Clyde prit sa lanterne et examina les murs plus attentivement. Dans le coin le plus éloigné, partiellement caché derrière la plus grande pile de caisses, il découvrit ce qui semblait être l'entrée d'un tunnel étroit. L'ouverture était juste assez large pour qu'un homme puisse s'y faufiler et un courant d'air frais en émanait,
suggérant qu'il menait à la surface. « J'ai trouvé quelque chose », souffla-t-il à Marcus. Au-dessus d'eux, la conversation se poursuivait. « À ton avis, qu'ont-ils vu ?» demanda l'inconnu. « Peu importe, » répondit Wheeler. « Ils en ont vu trop. Nous allons attendre qu'ils remontent, puis nous nous occuperons d'eux comme il se doit. » Le message était clair et les deux frères comprirent que leur vie était désormais en danger immédiat. Wheeler était revenu avec des hommes armés pour récupérer le trésor qu'il avait été contraint d'abandonner, et les témoins ne faisaient pas partie de son plan. Marcus commença à éloigner les caisses de l'entrée du tunnel tandis que Clyde rassemblait autant d'argent qu'ils pouvaient en transporter dans leurs poches. Les pièces étaient lourdes, mais même une petite fraction du total suffirait à prouver leur découverte à quiconque la remettrait en question plus tard. Le tunnel s'avéra être une voie d'évacuation construite par les premiers habitants apaches, une précaution qui leur sauvait désormais la vie. Clyde passa le premier, rampant dans l'étroit passage de pierre qui montait en biais vers ce qu'il espérait être une sortie cachée. Derrière eux, la voix de Wheeler devenait de plus en plus forte et impatiente. « Ils prennent trop de temps, nous devrions peut-être descendre les chercher. »« Donne-leur encore quelques minutes, » conseilla l'inconnu. « S'ils ne remontent pas bientôt, nous en occuperons autrement. » Le tunnel semblait s'étendre à l'infini dans l'obscurité, mais Clyde finit par apercevoir la lumière naturelle devant lui. La sortie émergeait derrière un amas de gros rochers, à environ 50 mètres du bâtiment principal, complètement caché à la vue de quiconque observait la maison. Marcus le rejoignit à l'air libre. Les deux hommes respiraient bruyamment après avoir rampé dans l'étroit passage. Ils pouvaient voir Wheeler et son compagnon à travers la fenêtre de la maison, toujours en attente à l'entrée de la chambre, arme à la main, mais Clyde et Marcus avaient désormais l'avantage de la surprise et ils avaient l'intention de l'utiliser pour récupérer leurs biens et leur vie. La cabane apache, qui semblait inutile, venait de prouver sa valeur au-delà de tout ce que la famille aurait pu imaginer, et Clyde était déterminé à en garder chaque centime. Accroupis derrière les rochers, Clyde et Marcus pouvaient voir Wheeler faire les 100 pas nerveusement à l'intérieur de la maison tandis que son compagnon montait la garde à l'entrée de la chambre. L'étranger était un homme corpulent, un fusil sur les genoux, clairement habitué à la violence et impatient face à leur situation actuelle. Il devrait déjà être là, marmonna l'étranger assez fort pour que les frères l'entendent à travers les murs minces. Wheeler se dirigea vers la fenêtre et scruta l'horizon. Peut-être avait-il trouvé un autre moyen de s'échapper. Les Apaches qui avaient construit cet endroit étaient habiles en matière de voies d'évacuation. Clyde ressentit une vague de satisfaction d'avoir déjoué les plans des hommes qui avaient l'intention de les assassiner pour avoir été témoins du trésor, mais la satisfaction ne suffirait pas à assurer leur avenir. Ils devaient reprendre le contrôle de leur propriété et s'assurer que Wheeler ne revienne jamais. Marcus désigna les chevaux attachés près de l'entrée du bâtiment. S'ils pouvaient atteindre les animaux sans être repérés, ils auraient un moyen de transport et pourraient aller chercher de l'aide en ville. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, Rusty apparut à la fenêtre de la maison, s'étant apparemment libéré des liens que les intrus lui avaient imposés. Le chien se mit à aboyer frénétiquement, non pas vers Clyde et Marcus, mais vers quelque chose derrière eux. 3 autres cavaliers approchaient de l'est, des hommes armés qui appartenaient au groupe de Wheeler. Le plan initial impliquait plus de 2 personnes, et Clyde comprit alors pourquoi Wheeler était si confiant quant à la récupération du trésor malgré les risques encourus. « Les garçons ont fait vite », dit Wheeler avec soulagement lorsque les nouveaux arrivants mirent pied à terre. « Avez-vous apporté les chariots ?»« 2 chariots, comme vous l'avez demandé », répondit l'un des nouveaux arrivants. « Cela devrait suffire pour tout transporter en un seul voyage. » Clyde et Marcus étaient désormais largement surpassés en nombre, pris au piège entre la maison et les renforts qui approchaient, mais Clyde n'avait pas passé 5 ans à économiser de l'argent et à endurer les moqueries de sa famille pour abandonner sa découverte à des voleurs. Il se souvenait des pièces d'argent dans ses poches, preuve de ce qui se trouvait sous leurs pieds. Plus important encore, il se souvenait que cette propriété lui appartenait légalement et que ces hommes étaient des intrus aux intentions clairement violentes. Marcus semblait lire dans ses pensées. « Nous devons aller en ville et ramener le shérif, » dit-il. Mais les hommes de Wheeler étaient déjà en train de se positionner autour de la propriété, coupant les voies de fuite faciles. L'inconnu avec le fusil s'était déplacé vers la porte d'entrée, d'où il avait une vue imprenable sur les environs. « Ils sont quelque part dehors », annonça Wheeler à ses hommes. « Éparpillez-vous et trouvez-les, nous ne pouvons pas laisser de témoins. » La fouille systématique commença immédiatement,
les hommes armés se déplaçant méthodiquement parmi les rochers et les broussailles autour du bâtiment. Il ne fallut que quelques minutes pour que Clyde et Marcus soient découverts, mais Rusty avait d'autres plans. Le chien fit soudain irruption par la porte d'entrée, qu'il avait réussi à ouvrir, et courut directement vers l'entrée de la chambre. Dans son excitation, il renversa l'une des lanternes que les hommes avaient placées près de l'ouverture. Le bruit qui en résulta et les aboiements incessants de Rusty ont semé suffisamment la confusion pour permettre à Clyde d'agir. Il se leva de derrière les rochers, les mains en l'air, mais sa voix avait l'autorité d'un propriétaire s'adressant à des intrus. « C'est ma propriété », annonça-t-il d'une voix forte, ce qui fit se retourner tous les hommes armés dans sa direction. « Vous êtes tous en état d'arrestation pour intrusion et tentative de vol. » Le bluff était énorme, mais c'était aussi leur seule chance de survivre aux minutes suivantes avec leur vie intacte. Les hommes de Wheeler hésitèrent devant la déclaration audacieuse de Clyde, leur confusion leur faisant gagner de précieuses secondes, mais le moment devint dangereusement critique jusqu'à ce que le bruit de sabots se rapprochant résonne à travers la propriété. Un groupe de cavaliers franchit la colline et Clyde reconnut sa sœur Hélène à leur tête, accompagnée de plusieurs voisins et du shérif territorial Marcus. Il avait envoyé un message avant qu'ils ne descendent dans la chambre, demandant à Hélène d'apporter de l'aide s'il n'était pas de retour avant le soir. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. « Lâchez vos armes », ordonna le shérif Coleman, son insigne brillant dans la lumière de l'après-midi. « Cette propriété appartient à Clyde Hargrove et vous êtes en infraction avec l'intention de commettre un vol. » Wheeler pâlit lorsqu'il réalisa que son plan soigneusement élaboré s'était effondré. Le shérif était arrivé avec suffisamment d'hommes pour surpasser les voleurs en nombre et il n'y avait aucune échappatoire possible depuis cette propriété isolée. « Shérif, tout cela n'est qu'un malentendu », commença désespérément Wheeler. « Je venais juste vérifier quelques affaires que j'avais laissées ici lorsque j'ai vendu la propriété. Des affaires qui valent la peine d'apporter 5 hommes armés pour les récupérer. » La voix de Coleman était empreinte de scepticisme et d'autorité. « Monsieur Hargrove, qu'est-ce que ces hommes ont exactement tenté de voler ?» Clyde sortit plusieurs dollars en argent de sa poche et les leva pour les exposer à la lumière. « Ils sont venus pour le trésor caché sous ma maison, le trésor que mon chien Rusty m'a aidé à découvrir. » Hélène écarquilla les yeux en voyant les pièces. Les membres de la famille qui avaient ridiculisé l'achat de Clyde quelques jours plus tôt le regardaient maintenant en silence, stupéfaits. Le shérif organisa ses hommes pour sécuriser le groupe de Wheeler, tandis que Clyde menait une enquête officielle dans la pièce en dessous. Lorsque Coleman émergea de la pièce souterraine, son expression était passée du scepticisme à l'étonnement. « Messieurs, nous avons devant nous suffisamment d'argent pour acheter la moitié du territoire, » annonça le shérif. Cette découverte fait de M. Hargrove l'un des hommes les plus riches de la région. Wheeler a été accusé de tentative de vol et de complot en vue de commettre un meurtre. Ses aveux ont révélé qu'il avait découvert la chambre secrète au cours de son dernier mois passé sur la propriété, mais qu'il n'avait pas les moyens de transporter le trésor en toute sécurité. Son plan était de vendre le terrain à quelqu'un d'autre, puis de revenir avec de l'aide pour voler ce qu'il ne pouvait pas revendiquer légalement. Les Apaches qui avaient initialement caché l'argent avaient choisi leur emplacement avec soin. La propriété isolée et l'aspect rudimentaire des bâtiments avaient protégé leur trésor pendant des décennies, garantissant que seul quelqu'un doté des sens exceptionnels de Rusty pour localiser l'entrée cachée en moins d'une semaine. La nouvelle de la découverte de Clyde s'était répandue dans tout le territoire. Les membres de la famille qui s'étaient moqués de son achat le traitaient désormais avec un respect nouveau et une envie mal dissimulée. Marcus s'excusa publiquement d'avoir douté du jugement de son frère, et Hélène insista pour préparer un dîner de fête au ranch familial, mais Clyde choisit de rester sur sa propriété pour améliorer les bâtiments et sécuriser correctement la chambre au trésor. Rusty avait gagné une place d'honneur permanente, dormant chaque nuit près de l'endroit où ses fouilles persistantes avaient changé leur vie à jamais. La cabane Apache inutile était devenue la propriété la plus précieuse du comté. La confiance de Clyde en son instinct et sa volonté d'ignorer les moqueries de sa famille avaient été justifiées au-delà de l'imagination de quiconque. Des années plus tard, lorsque les gens lui demandaient comment il avait su acheter une propriété aussi improbable, Clyde se contentait de sourire et de gratter Rusty derrière les oreilles. Parfois, les meilleures décisions ne viennent pas d'une planification minutieuse, mais de la confiance en les conseils improbables d'un chien fidèle qui savait exactement où creuser. Si vous avez aimé cette histoire,
Cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable où le courage et l'intuition mènent à des découvertes extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est très important pour nous.